Je ne vous surprendrai pas ce soir si je vous parle de région. Je pense que c'est sur ce sujet-là qu'on m'attend peut-être plus particulièrement, du rôle que les régions vont devoir tenir dans la politique de gauche qui sera mise en œuvre à partir du printemps. Je ne parle pas au conditionnel, pas par arrogance vis-à-vis du pouvoir en place, mais parce que la société française n'en peut plus du régime de purge qu'elle subit depuis 10 ans, 5 plus 5. Faire gagner la gauche est un impératif. Je vais donc vous parler de région, mais pas dans un registre d'incantation. Je vais vous parler de région par nécessité et par pragmatisme, au nom d'une économie nouvelle à construire, plus soucieuse des solidarités, entre les générations, entre les territoires, entre les catégories sociales, une économie plus respectueuse de l'environnement aussi, Hubert en a parlé tout à l'heure, une économie enfin qui ait du sens, c'est-à-dire qui mette en valeur les cultures, car la culture, quand on y pense, c'est ce qui fait que l'être humain n'est pas qu'un animal. La régionalisation ne peut pas être un but en soi. Elle est l'outil au service d'une politique. Cette politique, quand on est de gauche, elle doit obligatoirement viser la cohésion sociale, l'épanouissement personnel. Et cet épanouissement personnel, il se réalise à travers des projets individuels, mais aussi grâce aux liens sociaux que permettent les cultures traditionnelles, les cultures populaires, des cultures qui, dans le cas de la Bretagne, ont su depuis 50 ans bâtir des ponts avec toutes les autres cultures du monde. Mais de cela, Paul saura vous parler beaucoup mieux que moi. La grande erreur, selon moi, de la tradition jacobine en France, et reconnaissons que cette tradition est au moins aussi présente à gauche qu'à droite, c'est d'avoir voulu réduire les droits de l'être humain à des droits individuels, alors qu'ils sont la somme et le croisement de droits individuels et collectifs. Ça paraît tellement évident quand on pense aux droits des salariés, aux droits de la femme. Que seraient les droits du salarié s'il lui était interdit de se syndiquer et s'il ne pouvait pas s'appuyer sur des conventions collectives? Que seraient les droits de la femme si les femmes n'avaient pu s'organiser collectivement pour faire valoir le droit à la contraception et à l'IVG, le droit à l'émancipation juridique dans leur mari, gagné en France il y a 40 ans seulement? Il n'en va pas autrement des droits culturels, linguistiques des minorités qui ne peuvent s'exercer individuellement que si les collectivités humaines qu'ils concernent sont reconnues et respectées dans le cadre juridique. Et constatons que c'est un point sur lequel la République française a eu du mal à évoluer jusqu'à présent, mais je ne doute pas que la gauche, dans quelques mois, fera un pas important dans cette évolution. Cette dimension collective des droits humains sera d'autant mieux admise dans les hautes sphères du pouvoir, qu'ils soient politiques, administratifs, économiques ou médiatiques, si la République française fonde sa cohésion à l'avenir, non plus sur l'unitarisme, c'est-à-dire les mêmes règles pour des situations différentes, mais sur un enrichissement mutuel par le partage des diversités. Il faudra donc, selon moi, que l'école de la République non seulement enseigne l'histoire, la géographie, la civilisation de la Bretagne aux écoliers bretons, mais qu'elle ouvre aussi l'esprit de tous les élèves de France à la diversité culturelle et linguistique des régions, de métropole et d'outre-mer, comme aux cultures issues des migrations. Que tous les écoliers de France sachent que cela existe. Et on en est loin aujourd'hui. C'est à cette condition, je le crois, que la République française sera crédible quand elle ambitionne de porter un message universel. Les régions ont évidemment un rôle essentiel à jouer pour que la France assume enfin ce qu'elle est, c'est-à-dire le pays d'Europe le plus diversifié dans sa construction culturelle. Les régions auront un rôle tout aussi déterminant pour que la France se sorte de la nasse dans laquelle la financiarisation de l'économie l'a plongée. L'économie virtuelle
comme on dit. Mais ces conséquences, elles, on le voit bien, ne sont pas virtuelles. Cette économie des boursicoteurs enfiévrés et des traders élevés au grain des écoles de commerce, elle a pu prendre ses aises parce que l'idéologie ultralibérale des Chicago Boys a réussi à convaincre depuis 30 ans les cercles de décideurs que le libre-échangisme était l'horizon indépassable de l'humanité. Qu'il fallait mettre tout le monde en concurrence avec tout le monde et que cela produirait un bénéfice global pour les sociétés. Eh bien, ça ne marche pas. Parce que la croissance du PIB, du produit intérieur brut, ce veau d'or de la croissance qui donne de la valeur économique aux pollutions et au traitement des pollutions, cette croissance du PIB s'accompagne dans beaucoup de pays, dont le nôtre, d'une montée du chômage, de la précarité au travail, des inégalités sociales, et s'accompagne aussi d'un épuisement des ressources naturelles et d'une destruction très rapide de la biodiversité. 40% de l'économie mondiale repose sur les ressources naturelles. Et 70% de ces ressources naturelles sont menacées de disparition à l'échelle de 1 à 2 générations. Chaque année, la destruction des forêts tropicales représente l'équivalent d'un quart de la surface de la France. Chaque année. C'est ça le bilan de ce qu'il faut bien appeler le capitalisme, qui veut tout réduire à la loi de l'offre et de la demande, tout est marché, et qui recherche le profit maximum dans le temps le plus court. Je crois qu'aucune pensée politique, aucune action politique qui se veut progressiste et universelle ne peut faire abstraction de cette réalité-là. Le monde d'aujourd'hui, il est comme ça. On est bien éloigné du thème des régions, vous direz-vous, peut-être. Je ne le crois pas. Car la région est à la fois un échelon suffisamment proche des gens pour leur parler et un échelon suffisamment large pour construire des stratégies globales de résistance aux logiques mortifères du capitalisme financier. C'est au niveau des régions, avec l'aide de l'État et de l'Europe bien entendu, qu'il sera possible de rapprocher la production de la consommation, non seulement en favorisant les circuits courts, mais aussi en accompagnant les PME dans leur développement. L'économie en France, ça ne doit pas se résumer à quelques grandes multinationales qui assurent les dividendes de leurs actionnaires en délocalisant les activités de production vers des pays à bas coût. Et après la délocalisation des activités de production, on délocalise l'ingénierie et les services administratifs. Ça a déjà commencé. Alors, il ne s'agit pas de se couper du reste du monde, bien sûr. Les échanges mondiaux doivent continuer à se développer en matière de culture, en matière d'éducation, de formation, en matière de recherche. Il s'agit de redonner du sens à l'économie, ce qui veut dire la mettre au service de l'humain. Et si l'Europe, et je suis profondément européen, je suis fédéraliste depuis toujours, et si l'Europe n'aide pas les États et les régions à poursuivre cet objectif social autant qu'économique, alors se posera fatalement la question de l'utilité de l'Europe. Et beaucoup de nos concitoyens, y compris à gauche aujourd'hui, se posent cette question. Mais pour construire ici cette économie au service des hommes, il faudra aussi que les Bretons se mettent au clair. Je crois qu'on ne peut pas, tout à la fois, appeler les collectivités bretonnes à ne mettre que des produits certifiés Bretagne dans l'assiette des écoliers, et il faut le faire. Réclamer le rétablissement de la préférence européenne pour protéger la production laitière bretonne, et je pense qu'il faut le faire, tout en prônant le libre-échange mondial quand il s'agit d'exporter la viande de porc, ou carrément le savoir-faire de la filière porcine bretonne en Asie, dans des pays comme la Chine ou le Vietnam. C'est ce que fait par exemple le groupe Glon-Sanders actuellement. Des pays, la Chine, le Vietnam, qui sont en train de faire main basse sur les terres agricoles d'Afrique
pour approvisionner en soja les complexes agro-industriels qu'ils veulent développer. Sincèrement, je pense qu'on ne pourra pas faire tout ça à la fois. Il faut choisir le monde que l'on veut. Gagner sur tous les tableaux, c'était encore possible quand l'Europe du marché commun dominait le monde avec les États-Unis et le Japon, et ce temps-là est révolu. Donc il faut trouver de la cohérence. Si nous sommes réunis ce soir autour de Paul pour le lancement de sa campagne, dans la diversité de nos engagements politiques, associatifs ou syndicaux, c'est pour dire qu'à l'occasion des élections législatives du mois de juin, la meilleure manière, la seule manière de recréer du lien, et notre société en a un besoin vital, du lien entre l'économie et les territoires, entre l'économie et la vie réelle, c'est d'envoyer à l'Assemblée nationale des femmes et des hommes qui parcourent depuis longtemps le territoire qu'ils se proposent de représenter, qui rencontrent depuis longtemps celles et ceux qui y vivent, donc qui les connaissent. Paul répond à cette exigence, et c'est pourquoi je suis à ses côtés ce soir pour lui souhaiter bon courage et pour vous encourager à le conduire jusqu'à la victoire le 17 juin. Je vous remercie.